ici, la voix de l'Amérique. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Voici les titres de votre journal. À Libreville le 7 janvier 2019. Tentative de coup d'État déjouée au Gabon, mais il y a plus d'interrogations que de réponses, alors que le président Ali Bongo reste malade, hors du pays. Mes chers compatriotes, La CENI sous pression, le peuple en attente, la saga électorale continue en RDC. Les troupes américaines quitteront la Syrie, mais pas avant d'avoir obtenu des garanties que la Turquie n'attaquera pas les Kurdes du nord syrien. Déclaration de John Bolton. Bonsoir. Les Gabonais se sont réveillés ce matin avec une nouvelle inhabituelle, celle d'un groupe de militaires qui s'est emparé de la radio-télévision gabonaise, annonçant la prochaine formation d'un Conseil national de restauration de la démocratie. Mais cette tentative de coup d'État n'a pas duré. Les choses sont rapidement revenues à la normale. On fait le point avec Raïssa Gironda. Très tôt le matin à Libreville, un groupe de militaires s'empare du siège de la radio-télévision nationale pour émettre ce message. Je suis le lieutenant Ondo Biankelibé, commandant adjoint à la compagnie d'honneur de la garde républicaine, président du mouvement patriotique des jeunes des forces de défense et de sécurité du Gabon. L'heure a sonné, le jour tant attendu est arrivé, ce jour où l'armée a décidé de se mettre aux côtés de son peuple afin de sauver le Gabon du chaos fait à Libreville le 7 janvier 2019. Des coups de feu ont été entendus autour de la radio d'État sur le boulevard Triomphal, puis des blindés des forces de sécurité gabonaises ont bloqué l'accès à ce boulevard. Une tentative de coup d'État qui a finalement échoué. Le chef du commando a été arrêté et 2 autres membres ont été tués. À Libreville, le retour au calme se fait progressivement, comme nous l'a confirmé ce journaliste. Pour le moment, la situation indique un retour au calme et sous contrôle, confirmé par le gouvernement. Pour ce qui est des populations, la plupart d'entre elles sont tirées chez elles. Les rues sont quasi vides. Les commerces qui sont restés fermés depuis le matin lèvent progressivement les rideaux. Et seule une enquête militaire pourrait situer l'opinion encore dubitative sur les motivations de ce putsch raté, alors que Libreville reste plongé dans la torpeur. Le porte-parole du gouvernement, Guy Bertrand Mapangou, a en effet annoncé l'ouverture d'une enquête. Cette dernière devrait permettre de lever le voile sur cette affaire et expliquer comment quelques militaires ont pu prendre d'assaut ce bâtiment gouvernemental. La situation au Gabon est donc au cœur de l'actualité ce lundi, notamment dans la communauté gabonaise à l'étranger. Comment réagit-elle? Voyons cela avec notre invité Jean-Claude Nzamba. Il est un analyste politique d'origine gabonaise. Il nous rejoint via Skype. Jean-Claude Nzamba, bonsoir. Bonsoir, John. Comment comprendre l'idée même d'une tentative de coup d'État au Gabon aujourd'hui? Je pense que cela dénote d'une situation déjà de crise et de malaise et de ras-le-bol de la population. Depuis le 24 octobre 2018, M. Ali Bongo n'a jamais apparu à part ce qu'on a montré pour les vœux de Nouvel An. Il y a une crise profonde, non seulement sur le plan social, mais également sur le plan politique. Quand vous écoutez un peu ce qu'a dit le lieutenant Kelly Ondo-Obiang, nous voulons arrêter le chaos, nous nous mettons du côté de la population. Ça veut dire que même au niveau des hommes habillés, comme on les appelle, les militaires, il y a un certain malaise, il y a des choses qui se passent, qu'eux ils voient et qu'ils pensent que cela va contre la Constitution et contre le bien du Gabonais. Justement, l'une des raisons évoquées par les putschistes est que le discours de fin d'année du président Ali Bongo ne les a pas rassurés. Son état de santé, selon eux, est inquiétant. Est-ce que, dans le fond, il n'y a pas matière à réfléchir justement sur l'avenir du Gabon?
Il y a beaucoup à réfléchir sur l'avenir du Gabon, et je dirais même de la région. La région de l'Afrique centrale, malheureusement, est une des régions au niveau de l'Afrique qui a des dirigeants qui sont à la tête de régimes dictatoriaux. Par rapport à la présentation de vœux de M. Ali Bongo, les gens n'ont pas beaucoup suivi ce qui sortait de sa bouche, mais ont plutôt regardé son aspect physique. Et en regardant son aspect physique, ils n'ont pas été convaincus d'un état de santé s'améliorant. Et donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, même au sein de l'armée, les gens sont très dubitatifs. Et vous pouvez également imaginer qu'au niveau de la population, de la diaspora, les gens sont encore plus dubitatifs par rapport à cet événement-là. Et comment est-ce que la classe politique au Gabon a réagi à cette tentative de coup d'État? Bon, la classe politique, vous savez, souvent, aujourd'hui, les gens se posent beaucoup de questions. Est-ce que ça a été quelque chose qui a été organisé par certaines personnes du régime en place? Est-ce que c'est quelque chose qui vient effectivement de quelques personnes? Aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que souvent, lorsqu'il y a un malaise politique, une crise, et qu'on parle d'un coup d'État, on va rechercher les gens, surtout dans l'opposition, pour les accuser. Et je pense qu'aujourd'hui, la classe politique préfère rester muette par rapport, surtout l'opposition, par rapport à ce qui s'est passé. Au niveau du gouvernement, vous avez bien entendu M. Bertrand Mapango. Merci. Et nous pensons que les choses ne vont pas nécessairement s'améliorer de suite. Merci. Jean-Claude Nzamba, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes analyste politique et vous êtes originaire du Gabon. En RDC, le Conseil de sécurité de l'ONU a repoussé une réunion sur l'élection présidentielle en RDC. Donc, à la demande de l'Afrique du Sud qui est membre non permanent du Conseil de sécurité, et alors que sur place dans le pays, des électeurs frustrés de la lenteur du processus et impatients de connaître les résultats du scrutin du 30 décembre dernier sont descendus dans les rues pour réclamer la publication des résultats. Parallèlement, de fortes pressions diplomatiques s'exercent désormais sur les autorités pour qu'elles annoncent les résultats de l'élection présidentielle et le nom du successeur du président Joseph Kabila, ce qui agace énormément Kinshasa, d'après des sources étrangères et congolaises. L'important aujourd'hui, c'est de publier les résultats, même s'ils ne plaisent pas au pouvoir, a déclaré le ministre belge des Affaires étrangères à la radio-télévision belge, la RTBF. On espère une annonce dans les prochains jours, a-t-il dit, mais seulement à la CENI, on ne sait toujours pas exactement quand ces résultats seront publiés. Corneille Nangaa, le président de l'institution, a fait une déclaration hier. Je vous propose de suivre un extrait. Annoncé pour ce 6 janvier 2019, la publication des résultats provisoires ne peut intervenir ce jour. Nous demandons à l'opinion nationale de garder patience le temps de la consolidation de toutes les données. Ceux qui pensent qu'ils peuvent influencer la décision de la CENI, non, la CENI va annoncer les résultats conformément à la loi. Allons à Kinshasa où nous attend Patient Ligodi, fondateur et éditeur de Actualité.cd, un site d'information consacré à l'actualité notamment politique en RDC. Patient Ligodi, bonsoir. Bonsoir. Alors, les résultats donc, des élections étaient initialement attendus dimanche. Ils n'ont pas été publiés, ce qui fait naître des suspicions. Que doit faire la CENI pour rassurer les Congolais et surtout, que dire de cette pression internationale ? Il faut d'abord dire que la dernière sortie médiatique de Corneille Nangaa, président de la Commission électorale nationale indépendante, n'a pas du tout rassuré. On attendait une date, on attendait une échéance, mais finalement, il a demandé aux Congolais de prendre leur mal à patience. C'est ce qui agace de plus ici à Kinshasa. Comme vous le savez, Kinshasa, c'est une ville de plus de 10 millions d'habitants et c'est une ville qui bouge, mais depuis cette attente de résultats, Kinshasa est un peu timide, que ce soit Kinshasa, que ce soit également la plupart des grandes villes de la capitale. Alors ce qu'il faut faire, il faut rapidement donner une date, rapidement donner ces résultats pour que le pays puisse passer à autre chose. Il n'y a pas d'internet, il n'y a pas d'SMS, le pays est suspendu justement en attendant ces résultats qui doivent être annoncés par le président
de la CENI, Corneille Nangaa. Il y a également cette pression, vous l'avez dit, qui est au niveau international, mais également au niveau sous-régional. Vous avez suivi Diokounda Traoré, qui est celui qui a représenté la mission d'observation électorale de l'Union africaine, qui a demandé également que ce résultat puisse être conforme à la vérité des urnes. Donc il y a une pression forte qui est exercée au niveau de la sous-région, mais également au niveau international pour enfin avoir des résultats qui correspondent à la volonté du peuple exprimée dans les urnes. Patient Ligodi, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le fondateur et éditeur de Actualité.cd. Le Cameroun a un nouveau Premier ministre depuis vendredi. Joseph Dion-Ngouté a été nommé par le président Paul Biya moins de 3 mois après la réélection le 7 octobre du président de la République pour un 7e mandat consécutif. Âgé de 64 ans, Joseph Dion-Ngouté était jusque-là ministre chargé de mission à la présidence. Il est issu de la région anglophone du Sud-Ouest et cette région est marquée par les violences. Que pensent les Camerounais de ce nouveau gouvernement? Voici quelques avis recueillis dans les rues de Yaoundé. J'ai l'avis parce que, premièrement, le Premier ministre qu'on a nommé est du Sud-Ouest. Nous pensons que le problème anglophone sera vraiment résolu cette fois-ci avec un appui du coin. Bien sûr, on a nommé un Premier ministre qui est anglophone, mais ça ne répond pas aux attentes des Camerounais. 2018 a été une année de calvaire pour tous les Camerounais. Nous espérons mieux pour 2019. Il y a eu changement de chaise pour pas beaucoup d'entre eux et qu'il n'y a pas de nouvelles personnes en dehors d'un ministre délégué. On n'a pas vu, n'est-ce pas, de nouvelles personnes qui apparaissent dans ce gouvernement. Donc c'est un gouvernement de la continuité. On prend les mêmes, on recommence, c'est comme si c'était un petit jeu. C'est vrai qu'il y a du nouveau, mais ce n'est pas très satisfaisant. Oui. En Gambie, la commission Vérité, Réconciliation et Réparation a ouvert ses audiences pour faire la lumière sur les crimes commis sous le régime déchu. Le premier témoin a été entendu aujourd'hui, c'est Ibrahima Chongan, ancien responsable de la police pendant le coup d'État qui, en 1994, a porté au pouvoir l'ex-président Yahya Jammeh, présidé par un ancien diplomate auprès des Nations Unies, Lamine Cissé. La commission comprend 4 femmes, dont la vice-présidente Adélaïde Joseph, et représente l'ensemble des communautés ethniques et religieuses du pays. Amnesty International parle d'un grand pas vers la justice, la vérité et les réparations en Gambie. Ici, aux États-Unis, le président américain Donald Trump vient d'annoncer qu'il allait s'adresser à la nation mardi soir à propos de la situation à la frontière avec le Mexique, alors que les négociations pour mettre fin au shutdown se poursuivent. L'administration fédérale est entrée dans sa 3e semaine, dont sans salaire, on va dire. Quelques 800 000 fonctionnaires sont touchés. Des musées ont été contraints de fermer leurs portes et des ordures s'entassent dans les parcs nationaux. Le président américain Donald Trump vient d'annoncer, on le disait donc, qu'il allait s'adresser à la nation mardi soir. Autre actualité, le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, John Bolton, qui se rend aujourd'hui en Turquie, a déclaré que les troupes américaines ne se retireraient pas de la Syrie sans un accord pour protéger les Kurdes du nord syrien contre une offensive turque. L'annonce, le 19 décembre, par le président américain Donald Trump, d'un retrait imminent a suscité la crainte des Kurdes soutenus par les États-Unis en Syrie. Le reportage est signé Slatika Hok, le récit est de Gabi Dorsil. Le plan de retrait de quelques 2000 soldats américains de la Syrie a fait craindre que d'autres parties au conflit n'interviennent pour combler le vide. Entre-temps, Donald Trump a précisé que le retrait prendrait du temps. Nous allons quitter la Syrie, nous allons retirer nos troupes. Je n'ai jamais dit que nous le ferions aussi rapidement, mais nous sommes en train de décimer Daesh. Trump a envoyé son conseiller à la sécurité nationale au Moyen-Orient pour discuter du retrait avec ses alliés régionaux, la Turquie et Israël. Sur votre frontière, nous avons le problème du conflit en Syrie. Nous allons discuter de la décision du président de se retirer, mais de le faire de manière à s'assurer que le groupe État islamique soit vaincu et ne soit plus une menace pour Israël et nos autres amis de la région. Les Kurdes étaient à l'avant-garde de l'offensive terrestre contre Daesh en Irak et en Syrie. Un retrait des États-Unis les rendrait vulnérables aux attaques des forces gouvernementales syriennes et de la Turquie.
Ankara accepte de différer, mais non d'annuler une offensive contre ces éléments kurdes que les Turcs accusent de terrorisme. La conversation téléphonique avec M. Trump, les contacts des unités diplomatiques et de sécurité et les annonces faites par les Américains nous ont incités à attendre un peu. Mais bien sûr, cette attente n'est pas illimitée. John Bolton a déclaré que le retrait américain n'aurait pas lieu sans la promesse de la Turquie de ne pas éliminer les Kurdes. Il a également appelé les Kurdes à rester fermes et à s'abstenir de chercher un accord avec le gouvernement syrien dont le président Bachar al-Assad semble être de plus en plus accepté par les autres dirigeants arabes. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, les titres de cette seconde partie de votre journal. Le salon de l'électronique ouvre ses portes demain à Las Vegas, un rendez-vous vieux de plus de 50 ans et qui attire de plus en plus de participants. Arzuma Kompaori est sur place. S'éclaircir la peau ne sera plus chose facile au Rwanda. Le gouvernement interdit désormais la vente des produits cosmétiques irrelatifs. Comment sortir les jeunes de la violence en Afrique du Sud? Eh bien, une organisation a décidé de leur apprendre à pratiquer des activités sportives. Nous verrons ce que ça donne comme résultat. Le salon de l'électronique de Las Vegas CES 2019 ouvre ses portes demain, 8 janvier. Depuis 50 ans, cette grand-messe de la technologie mondiale sert non seulement de plateforme internationale pour tous les acteurs œuvrant dans le domaine de la technologie grand public, mais également de rampe de lancement de toutes dernières innovations technologiques. Notre envoyé spécial à Las Vegas, Arzuma Kompaori, y a justement découvert le tout premier gilet airbag pour cyclistes. Suivez plutôt. Bienvenue au salon de l'électronique de Las Vegas. Nous sommes bel et bien au CES 2019. 182 000 visiteurs sont attendus et 4 000 exposants au total vont, pendant les 5 jours qui vont suivre, présenter les toutes dernières avancées en matière de technologie. Et on commence tout de suite avec le vélo, ou plus exactement la protection des cyclistes. Le vélo est certes un moyen économique, silencieux, écologique, durable et bon pour la santé. Cependant, le nombre d'accidents graves à vélo reste assez important. L'une des causes, le manque de protection réelle pour les cyclistes. Afin de proposer une solution concrète aux amateurs des deux roues, la société Elite, leader européen des systèmes airbag nomades, a créé le projet BeSafe, le premier gilet airbag autonome qui protège les cyclistes dans leurs déplacements quotidiens en cas de chute ou d'accident. Quand je le ferme, il se met en route. Et donc l'électronique va analyser le mouvement du vélo, le mouvement du cycliste. Et si on tombe, si on a un accident, on va envoyer un signal à la cartouche de gaz qui est située ici et qui va gonfler l'airbag. C'est un produit qui est réutilisable, il suffit de changer la cartouche pour le réutiliser de nouveau. Le système détecte le choc ou la chute en 60 millisecondes grâce à 2 capteurs placés l'un sous la selle, l'autre dans le gilet, et le gonflage de l'airbag ne prend que 80 millisecondes. À Elite, c'est avant tout une question d'efficacité. Alors c'est très efficace, particulièrement en vélo, parce qu'en moto, si vous avez un accident à très grande vitesse, à 100 km/h contre un camion, vous n'avez aucune chance de vous en sortir, même avec l'airbag. Alors que le vélo,
La majorité des accidents, ça va être 10 km/h, 15, 20, 30 km/h. Et là, l'airbag devient très efficace parce que sans l'airbag, c'est très dangereux. Et avec l'airbag, on annule pratiquement tous les accidents. Depuis sa création en 2002, la société Elite a su diversifier son activité et est devenue un acteur incontournable de la protection airbag individuelle avec près de 100 000 airbags en circulation. On a commencé par la moto et très rapidement les cavaliers nous ont demandé de faire des produits pour eux. Ensuite, les chirurgiens pour la protection du col du fémur. Il y a de plus en plus de vélos, particulièrement avec le vélo électrique. Et donc, il y avait besoin de développer cette protection. Avec son invention Bisafe, Elite a été sélectionnée comme l'une des meilleures innovations du salon de cette année, après avoir été évaluée par un panel de juges, incluant des designers, des ingénieurs et des journalistes. Ces derniers en ont examiné la conception, les fonctionnalités, l'attrait pour le consommateur, l'ingénierie et la concurrence. De Las Vegas, allons au Rwanda où le gouvernement a interdit les produits cosmétiques utilisés pour éclaircir la peau. Et pour cause, il affirme que les produits chimiques contenus dans les crèmes et pommades sont nocifs pour la santé de leurs utilisateurs. Les précisions avec Irénée Herman Umbo. L'éclaircissement de la peau, une pratique courante chez les personnes dans de nombreuses régions du monde, a été officiellement interdit au Rwanda. Les autorités de Kigali estiment que la plupart des produits utilisés pour blanchir la peau contiennent des toxines puissantes et interdites comme l'hydroquinone et le mercure, une décision qui suscite une vague de contestation, notamment au sein des utilisateurs. Je suis très triste que ces produits aient été interdits. Nous allons simplement utiliser ce qui est disponible localement. Mais les personnes qui ont pris cette décision doivent savoir que ces produits rendent les femmes belles. Agni Amiwana n'est pas non plus heureuse. Elle utilise des produits cosmétiques pour éclaircir la peau depuis 7 ans, afin de se rendre plus attrayante pour son mari, qui préfère les femmes à la peau claire. Elle commercialisait même les pommades éclaircissantes pour la peau, mais elle doit maintenant chercher une autre source de revenus et épuiser rapidement son stock. Si je n'utilise plus ces produits, j'ai peur de devenir plus sombre que je l'étais auparavant. Il me reste encore quelques produits, mais je rejette l'idée de redevenir plus sombre. Selon l'OMS, 4 femmes sur 10 en Afrique utilisent des produits de dépigmentation de la peau. Des pays où l'utilisation de ces produits est interdite, tels que le Kenya, le Ghana et l'Afrique du Sud, ont toujours du mal à mieux contrôler leur utilisation. Ils estiment également que le combat ne doit pas se faire seulement au niveau des femmes, mais aussi au niveau des trafiquants et des laboratoires qui ne cessent d'enregistrer de fortes demandes. À présent, place à l'actualité sportive avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir. On reparle de la CAN 2019. Bonsoir John et bonsoir à vous, amis sportifs. Effectivement, la CAN 2019, dont le pays organisateur sera connu demain et non plus mercredi comme initialement prévu. La Confédération africaine de football a décidé que ce soit donc demain mardi que son comité exécutif va se réunir à Dakar au Sénégal donc pour nous dire qui va organiser la CAN 2019. On le sait, ça se joue entre l'Égypte et l'Afrique du Sud. Mais en attendant, la Guinée, elle, a accepté d'organiser la CAN 2025 plutôt qu'en 2023, entérinant un glissement du calendrier après le retrait de l'édition 2019 au Cameroun. Je me réjouis de l'acceptation du décalage de l'organisation de la CAN en Guinée pour 2025 et je suis fier que le président de la République de Guinée, Alpha Condé, ait lui-même accepté le décalage, a déclaré le président de la CAF, Ahmad, après avoir rencontré le chef de l'État guinéen hier à Conakry. Il était en visite donc dans la capitale guinéenne avec le président de la FIFA, Gianni Infantino. Initialement, la Guinée devait abriter la CAN 2023, telle qu'attribuée sous la présidence d'Issa Hayatou, sauf qu'avec le retrait de la CAN 2019 au Cameroun, qui se voit, disons, réattribuer la CAN 2021, toutes les cartes sont redistribuées. Et puis, qui va remporter le Ballon d'Or africain 2018 ? On aura la réponse demain aussi lors de la cérémonie des Café-Or à Dakar, dans la capitale sénégalaise. 3 finalistes sont en lice. Le Gabonais d'Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang, le Sénégalais de Liverpool Sadio Mané et son coéquipier en club l'Égyptien Mohamed Salah, tenant du titre. Bagassi Koura nous les présente. Cette finale pour le Ballon d'Or africain est un remake de celle de 2017. Le tenant du titre, l'Égyptien Mohamed Salah, a eu une saison réussie avec Liverpool. Il est actuellement le 2e meilleur buteur du championnat anglais avec 13 réalisations et a été désigné meilleur joueur de la Première Ligue
pour la saison 2017-2018. L'attaquant égyptien âgé de 26 ans a inscrit 44 buts la saison dernière et a été désigné meilleur joueur africain de l'année 2018 par la BBC. Salah part donc favori pour sa propre succession. Derrière lui, c'est son coéquipier de club, le Sénégalais Sadio Mané, qui voudrait bousculer ses stats, lui qui compte 8 buts à son actif cette saison. Les deux Reds ont eu un mondial mitigé, sorti au premier tour de Russie 2018. Loin de ces deux cadors, le Gabonais d'Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, joueur africain de 2015, est présent sur le podium pour la 5e fois de suite. À son avantage, le titre de meilleur buteur actuel de Premier League avec 14 buts. La panthère gabonaise est cependant handicapée par des prestations à demi-teinte avec sa sélection. Aubameyang est en bruit avec les siens et n'a jusqu'ici pas qualifié son pays pour la prochaine CAN, chose réussie par Salah et Mané. Voilà donc pour les sports. On se retrouve demain. Merci Yacouba Ouedraogo, mais on reste en sport. Growing Champions, c'est une organisation à but non lucratif dont l'objectif est d'aider les jeunes Sud-Africains vivant dans le quartier défavorisé Eldorado Park. L'association leur apprend à se responsabiliser et à sortir de la violence grâce à la pratique du sport. Dili Diko raconte. Eldorado Park est une banlieue de Johannesburg, tristement célèbre pour les crimes liés au monde de la drogue. Plus de 2000 incidents y ont été signalés en 2018. Les jeunes désœuvrés de ce quartier ont besoin d'accompagnement. C'est justement ce que se propose de faire l'association Growing Champions. Nous proposons des activités sportives, un soutien scolaire et des programmes de développement personnel. Nous leur enseignons comment devenir de bonnes personnes pour qu'ils puissent identifier leurs valeurs et vivre avec intégrité. L'association, qui a vu le jour grâce à la détermination du défunt Willie Towil, l'un des plus grands boxeurs sud-africains, a répondu au besoin criant de fonder une structure permettant de remettre sur le droit chemin les enfants des quartiers violents. Nous tentons de mettre fin à ces mauvaises habitudes, ces comportements instinctifs. C'est un peu comme déverrouiller un coffre, on ne sait jamais vraiment quand il va s'ouvrir. Mais avec plusieurs de ces enfants, il faut faire preuve d'imagination. Ancien toxicomane et gangster réformé, Delano Ayer conseille aujourd'hui ces jeunes à la recherche d'un modèle ou d'une personne ayant réussi à s'en sortir. Il est désormais le mentor de jeunes ayant trouvé refuge à l'association Growing Champions. Growing Champions a changé ma vie. Je crois enfin en moi, je ne baisse plus les bras et j'ai foi en mon prochain. Comme cette jeune fille, nombreux sont les enfants à avoir trouvé non seulement une demeure dans cette association, mais aussi le sentiment de pouvoir enfin aller de l'avant. À présent, parlons des Golden Globes qui se sont tenus hier en Californie. La grosse surprise, c'est bien sûr Bohemian Rhapsody, un film sur la vie du chanteur de Queens qui a décroché le titre de meilleur film dramatique et de meilleur acteur pour Rami Malek dans son rôle de Freddie Mercury. Les autres longs métrages sacrés dans cette soirée très éclectique, rassemblant le gratin d'Hollywood, ont été Roma du Mexicain Alfonso Cuarón et Green Book de Peter Farrelly. Donné grand favori, A Star is Born de Lady Gaga avec Bradley Cooper a été le grand perdant de la soirée avec seulement une récompense, celle de la meilleure chanson pour Lady Gaga, la pop star dont la performance avait pourtant séduit le public et la critique a laissé le trophée de la meilleure actrice. Voilà. Et c'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. Excellente soirée à toutes et à tous.
Thank you.